Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and because of a very special situation, Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. En raison d'une situation très spéciale aux Nations Unies, je souhaite aujourd'hui vous fournir une mise à jour spéciale sur la guerre en cours entre Israël et la Palestine. Il s'est passé quelque chose de très intéressant qui n'arrive pas tous les jours. Quelqu'un a forcé la main des États-Unis pour qu'ils révèlent leurs véritables intentions, et cet événement mérite attention. C'est l'un de ces moments où l'on peut voir les fissures dans l'hégémonie américaine et la manière dont tout le système mondial fonctionne. D'une part, ce qui s'est passé il y a quelques heures aux Nations Unies à New York est vraiment triste. Les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution qui aurait appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela aurait été une résolution du Conseil de sécurité, ce qui est significatif car les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes, contrairement aux résolutions de l'Assemblée générale, qui ne sont que des recommandations. Les résolutions contraignantes peuvent être utilisées à des stades ultérieurs pour devenir exécutoires. Cela signifie que si le Conseil de sécurité décide de prendre des mesures militaires plus tard, il pourrait le faire. C'est définitivement une escalade et un pas en avant par rapport aux précédentes résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce qui rend cet événement si spécial, c'est qu'il a été demandé par le secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui a invoqué des droits spéciaux qu'il détient en vertu de la Charte des Nations Unies. That he has under the UN Charter. Now you can see this here on the 6th of December, 3 days ago. Vous pouvez le voir ici. Le 6 décembre, il y a 3 jours, Guterres a invoqué le soi-disant article 99 de la Charte des Nations Unies, ce qui n'arrive pas souvent. La dernière fois, c'était en 1989. Bien que ce soit un pouvoir que chaque secrétaire général détient de par sa fonction, il n'est généralement pas utilisé car il est formulé de manière à représenter un pouvoir de situation d'urgence. Regardons-le un instant. Il est très court. L'article 99 stipule que le secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce n'est même pas un pouvoir qui forcerait le Conseil de sécurité à voter sur une résolution, mais il est évidemment entendu que si le secrétaire général fait cela, cela a un poids particulier parce que la situation doit être très grave. En fait, lors des délibérations hier à l'ONU, le représentant israélien a regretté que pendant près de 2 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, le secrétaire général n'ait jamais invoqué cet article. Il l'invoque maintenant. Israël qualifie cela de partialité de l'ONU. Mais cela vous montre à quel point la situation doit être spéciale pour que le secrétaire général prenne cette mesure, essentiellement un dernier recours de sa fonction, pour secouer le Conseil de sécurité et leur dire « Regardez, il faut vraiment faire quelque chose. C'est intenable. » This is untenable, and you will see in the speech that he gave at the end. Dans son discours, il a partagé son point de vue sur la situation. Ni Israël ni les États-Unis ne voulaient de ce résultat. L'appel à l'action a conduit certains membres du Conseil de sécurité à proposer une résolution. Il est important de noter que tout membre du Conseil de sécurité peut proposer une résolution, et qu'il y a en tout 15 membres. Pour des événements actuels comme les votes et les élections, Wikipédia peut être une ressource utile car elle fournit des données agrégées rapidement. Cependant, il est toujours important de lire avec un esprit critique. Les 15 sièges du Conseil sont répartis entre différentes régions. Parmi ceux-ci, il y a 5 membres permanents, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces pays ont toujours un siège au Conseil et chacun dispose d'un droit de veto. Ils ont ce pouvoir parce qu'ils ont été les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Gagner une guerre mondiale vous rend une grande puissance, vous accordant un droit de veto. Il y a aussi des membres non permanents qui tournent tous les 2 ans. Actuellement, les membres non permanents incluent le Gabon, le Ghana, le Mozambique, les Émirats arabes unis, le Japon, l'Albanie, le Brésil, l'Équateur, Malte et la Suisse. La présidence du Conseil de sécurité tourne mensuellement, et pour décembre, c'est l'Équateur qui a assuré la présidence et présidé la réunion.
the presidency, and it was Ecuador that was chairing the meeting. That's why you will hear the Secretary General constantly addressing the president. C'est pourquoi vous entendrez constamment le secrétaire général s'adresser au président du Conseil de sécurité. Le secrétaire général est, bien sûr, le chef de l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, le président du Conseil de sécurité représente l'ensemble du Conseil, établit l'ordre du jour, et ainsi de suite. Cette situation représente une contrainte pour les États-Unis de montrer s'ils permettraient l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire. Étonnamment, les États-Unis ont dit non, ce qui est quelque peu inattendu car le vote était de 13 pour, 1 contre et 1 abstention. 13 membres ont voté pour, les États-Unis ont opposé leur veto et le Royaume-Uni s'est abstenu. Il y a 3 options de vote. Oui, non ou abstention, ou vous pouvez choisir de ne rien dire pendant le vote lui-même. Le fait que même la France, membre de l'OTAN, ait voté pour cette résolution montre qu'il n'y a pas de contradiction à appeler à un cessez-le-feu tout en soutenant le droit d'Israël de se défendre. La Russie et la Chine ont également convenu qu'un cessez-le-feu doit être mis en place. Il est important de noter que le Japon, un solide allié des États-Unis, siège actuellement au Conseil de sécurité. Même le Japon a voté en faveur de la résolution, ce dont je suis absolument certain que les États-Unis ont exercé des pressions, en coulisses, pour qu'il oppose son veto ou s'abstienne. C'est juste un autre exemple de très mauvaise image pour les États-Unis. Mais aussi, le Japon est mon pays, la Suisse, je veux dire, la Suisse n'a pas autant d'importance, mais le Japon en a pas mal, qu'ils aient également dit oui à cette résolution, défiant les souhaits des États-Unis, eh bien, cela nous dit quelque chose sur l'impact réel de la situation actuelle. Cela montre aussi comment cela change la manière dont les États-Unis peuvent influencer leurs partenaires ou leurs soi-disant États satellites pour voter dans le sens qu'ils préfèrent. Donc, c'est une situation assez intéressante. C'est absolument horrible que maintenant, encore une fois, nous n'ayons pas de cessez-le-feu. Cependant, vous devez comprendre, même si les États-Unis n'avaient pas voté et s'étaient abstenus, et que cette résolution avait été adoptée, Israël n'aurait pas arrêté ses bombardements. À ce stade, sans couper Israël de tous les flux d'armes et de revenus et sans mettre en place des mesures internationales très extrêmes contre Israël, il ne cessera pas cette agression. Il est absolument clair à ce point que ce qu'ils veulent faire, c'est vider Gaza. Ils visent à soit pousser tous ses habitants dans le désert du Sinaï, soit, eh bien, tuer autant de personnes qu'ils le peuvent et aussi longtemps qu'ils le peuvent. C'est la stratégie actuelle, et quiconque prétend que cela a encore quelque chose à voir avec une forme de frappe chirurgicale ciblée contre le Hamas ne vit clairement pas dans le même univers que nous. Aux Nations Unies, bien sûr, il faut formuler les choses différemment. At the United Nations, of course, you have to phrase everything differently. So Antonio Guterres does not directly attack the United States. Antonio Guterres n'attaque pas directement les États-Unis, ni ne parle explicitement de la façon dont les États-Unis et Israël commettent un génocide. Cependant, il identifie clairement le problème central. Il prend position en tant que principal représentant de l'ONU, ce qui est significatif, surtout si l'on considère que cela va à l'encontre des souhaits des États-Unis et d'Israël. Nous avons vu cela il y a quelques semaines lorsqu'il a d'abord appelé à un cessez-le-feu et à la fin de l'assaut d'Israël. Il a fait face à des critiques du côté israélien, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU ayant même appelé à sa démission, affirmant que l'ONU avait perdu toute légitimité et lançant une attaque frontale. Mais l'ONU, bien qu'impuissante pour le moment et incapable de changer la situation, montre clairement que le pouvoir doux et le pouvoir structurel des États-Unis sont en déclin. Cette situation extrême force les mains et révèle un réalignement qui n'est pas nécessairement contre, mais certainement pas en faveur de l'hégémonie américaine. J'encourage tout le monde à écouter ce que M. Guterres a dit. Son discours est passionné et résistera à l'épreuve du temps. Il montrera que le monde regardait. Nous étions impuissants, mais nous regardions, et même l'ONU regardait. Les horreurs à Gaza sont maintenant à la même échelle que la guerre au Yémen et sont un cauchemar absolu, un crime contre l'humanité. Le monde regarde et, malheureusement, est impuissant, mais la situation mondiale change à mesure que nous parlons. Monsieur le Président,
Excellences, j'ai écrit au Conseil de sécurité en invoquant l'article 99 car nous sommes à un point de rupture. Il existe un risque élevé d'effondrement total du système de soutien humanitaire à Gaza, ce qui aurait des conséquences dévastatrices. Nous anticipons que cela pourrait entraîner un effondrement complet de l'ordre public et une pression accrue pour un déplacement de masse vers l'Égypte. Je crains que les conséquences ne soient dévastatrices pour la sécurité de toute la région. Nous avons déjà constaté des effets de débordement en Cisjordanie occupée, au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Il existe, à mon avis, un risque sérieux d'aggraver les menaces existantes pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le risque d'effondrement du système humanitaire est fondamentalement lié à un manque total de sécurité pour notre personnel à Gaza et à la nature et à l'intensité des opérations militaires, qui limitent sévèrement l'accès aux personnes dans un besoin désespéré. La menace pour la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies à Gaza est sans précédent. Plus de 130 de mes collègues ont été tués, beaucoup aux côtés de leurs familles. C'est la perte de vie la plus importante dans l'histoire de notre organisation. Certains de nos employés emmènent leurs enfants au travail pour qu'ils sachent qu'ils vivront ou mourront ensemble. Des collègues ont partagé des messages déchirants de membres du personnel implorant de l'aide. Le sous-secrétaire général du département de la Sûreté et de la Sécurité m'a conseillé que tous les moyens possibles pour atténuer les risques pour le personnel à Gaza, à l'exception de l'évacuation, sont bloqués en raison de l'évolution de ce conflit. Je ne saurais trop insister sur le fait que l'ONU est totalement engagée à rester et à apporter son aide aux habitants de Gaza. Je rends hommage aux travailleurs humanitaires héroïques qui restent dévoués à leur travail malgré les énormes dangers pour leur santé et leur vie. Cependant, la situation devient tout simplement intenable. Le Conseil a appelé dans la résolution 2712 à intensifier la fourniture de vivres pour répondre aux besoins humanitaires de la population civile, en particulier des enfants. Je regrette profondément d'informer le Conseil que dans les conditions actuelles sur le terrain, l'accomplissement de ce mandat est devenu impossible. Les conditions pour la livraison efficace de l'aide humanitaire n'existent plus. Le point de passage de Rafah n'a pas été conçu pour des centaines de camions et constitue un goulot d'étranglement majeur. Mais même si des fournitures suffisantes étaient autorisées à entrer à Gaza, les bombardements intenses et les hostilités, les restrictions israéliennes sur les mouvements, les pénuries de carburant et les communications interrompues rendent impossible pour les agences de l'ONU et leurs partenaires d'atteindre la plupart des personnes dans le besoin. Entre le 3 et le 5 décembre, les 2 jours précédant ma lettre, l'ONU n'a pu distribuer de l'aide que dans l'une des 5 gouvernorats de Gaza, Rafah. Ailleurs, l'accès a été impossible. Access was impossible. People are desperate, fearful and angry. Les gens sont désespérés, effrayés et en colère. Dans certains cas, ils ont exprimé leur colère envers notre propre personnel. Monsieur le Président, tout cela se déroule au milieu d'un cauchemar humanitaire qui s'aggrave. Tout d'abord, il n'y a aucune protection efficace pour les civils. Plus de 17 000 Palestiniens auraient été tués depuis le début des opérations militaires d'Israël. Cela comprend plus de 4 000 femmes et 7 000 enfants. Des dizaines de milliers de personnes auraient été blessées, et beaucoup sont portés disparus, probablement sous les décombres. Ces chiffres augmentent de jour en jour. Les attaques aériennes, terrestres et maritimes sont intenses, continues et généralisées. Jusqu'à présent, elles auraient touché 339 établissements éducatifs, 26 hôpitaux, 56 centres de soins, 88 mosquées et 3 églises. Plus de 60% des logements de Gaza auraient été détruits ou endommagés, ce qui inclut environ 300 000 maisons et appartements. Quelque 85% de la population a été forcée de quitter son domicile. On dit aux habitants de Gaza de se déplacer, rebondissant entre des zones de sécurité de plus en plus petites sans aucune des nécessités de survie. Mais nulle part à Gaza n'est sûr. Au moins 88 abris de l'UNRWA ont été touchés, tuant plus de 270 personnes et en blessant plus de 900. Les conditions dans les abris sont surpeuplées et insalubres. Les gens soignent des plaies ouvertes. Des centaines de personnes font la queue pendant des heures pour utiliser une douche ou des toilettes. Des familles qui ont tout perdu dorment sur des sols en béton nu, portant les mêmes vêtements qu'ils n'ont pas changés depuis 2 mois. Des dizaines de milliers de Palestiniens sont arrivés à Rafah ces derniers jours, submergeant les abris sur place. De nombreuses familles déplacées, y compris des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes et des personnes handicapées, dorment dans les rues et les espaces publics de la ville. Monsieur le Président, deuxièmement,
les habitants de Gaza manquent de nourriture. Selon le Programme alimentaire mondial, il existe un risque sérieux de famine et de pénurie alimentaire. Dans le nord de Gaza, 97% des ménages ne mangent pas suffisamment. Dans le sud, ce chiffre atteint 83% parmi les personnes déplacées. La moitié des personnes dans le nord et plus d'un tiers des personnes déplacées dans le sud sont tout simplement en train de mourir de faim. Les propres stocks de nourriture du PAM s'épuisent. Dans le nord, 9 personnes sur 10 ont passé au moins une journée et une nuit entière sans nourriture. Le dernier moulin à farine fonctionnel de Gaza a été détruit le 15 novembre. Le PAM a fourni une aide alimentaire et financière à des centaines de milliers de personnes à travers Gaza depuis le début de la crise et est prêt à intensifier ses opérations. Cependant, cela nécessiterait un accès effectif à toutes les personnes dans le besoin et au moins 40 camions de fournitures alimentaires chaque jour, ce qui est bien plus que le niveau actuel. Monsieur le Président, troisièmement, le système de santé de Gaza s'effondre alors que les besoins s'intensifient. Au moins 286 agents de santé ont été tués. Les hôpitaux ont subi de lourds bombardements. Seulement 14 sur 36 fonctionnent encore. Parmi ceux-ci, 3 fournissent des soins de premier secours de base, tandis que les autres offrent des services partiels. L'hôpital européen de Gaza, l'un des 2 principaux hôpitaux du sud de Gaza, dispose de 370 lits. L'hôpital accueille actuellement 1000 patients et on estime que 70 000 personnes cherchent refuge là-bas. Il y a des pénuries critiques de médicaments, de produits sanguins et de fournitures médicales. Le carburant pour faire fonctionner l'hôpital est sévèrement rationné. De nombreux patients sont traités à même le sol et sans anesthésique. Alors que les patients aux blessures potentiellement mortelles continuent d'arriver, les services débordent et le personnel est débordé. En même temps, les conditions insalubres dans les abris et les pénuries sévères de nourriture et d'eau entraînent une augmentation des infections respiratoires, de la gale, de l'ictère et de la diarrhée. Tout ce que je viens de décrire représente une situation sans précédent qui a conduit à ma décision sans précédent d'invoquer l'article 99. J'exhorte les membres du Conseil de sécurité à agir pour éviter une catastrophe humanitaire et je lance un appel pour qu'un cessez-le-feu humanitaire soit déclaré. Monsieur le Président, nous sommes tous conscients qu'Israël a commencé ses opérations militaires en réponse aux attaques terroristes brutales déclenchées par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens le 7 octobre. Je condamne sans réserve ces attaques et suis horrifié par les rapports de violence sexuelle. Il n'y a aucune justification possible pour tuer délibérément environ 1200 personnes, dont 33 enfants, en blesser des milliers d'autres et prendre des centaines d'otages. Environ 130 otages sont toujours détenus, et j'appelle à leur libération immédiate et inconditionnelle, ainsi qu'à leur traitement humain et à des visites de la communauté internationale et de la Croix-Rouge jusqu'à ce qu'ils soient libérés. La brutalité perpétrée par le Hamas ne peut jamais justifier la punition collective du peuple palestinien. Bien que les tirs de roquettes aveugles du Hamas sur Israël et l'utilisation de civils comme boucliers humains contreviennent aux lois de la guerre, une telle conduite n'exonère pas Israël de ses propres violations. Le droit international humanitaire inclut le devoir de protéger les civils et de se conformer aux principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Les lois de la guerre exigent également que les besoins essentiels des civils soient satisfaits, y compris en facilitant la livraison sans entrave de l'aide humanitaire. Le droit international humanitaire ne peut pas être appliqué de manière sélective. Il est contraignant pour toutes les parties également en tout temps, et l'obligation de l'observer ne dépend pas de la réciprocité. Monsieur le Président, le peuple de Gaza regarde dans l'abîme. La communauté internationale doit tout faire pour mettre fin à leur calvaire. J'exhorte le Conseil à ne ménager aucun effort pour pousser à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, pour la protection des civils et pour la livraison urgente d'aide vitale. Alors que nous traitons de la crise actuelle, nous ne pouvons perdre de vue la seule possibilité viable pour un avenir pacifique, une solution à 2 États basée sur les résolutions des Nations Unies et le droit international, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. C'est vital pour les Israéliens, les Palestiniens, et pour la paix et la sécurité internationale. Les yeux du monde et les yeux de l'histoire nous regardent. Il est temps d'agir, et je vous remercie. It's time to act, and I thank you.